Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle entrevue Caractère Libre que je vous propose à la fois sur Radio Médecine Douce et donc sur cette chaîne YouTube. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver un ami, Bruno Martin-Véridier. Alors Bruno, vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer dans un podcast diffusé uniquement sur la radio, donc je vous mets le lien dans cette vidéo également. Et puis aujourd'hui, je voulais avoir un peu plus de temps avec toi Bruno puis c'était un désir que tu avais, de parler davantage du monde chamanique et notamment des rituels et des cérémonies qui se font. Tu es un grand adepte et un passionné de tout cela parce que malgré toi, j'ai envie de dire, tu as été embarqué un petit peu là-dedans. Alors je voulais juste vous rappeler peut-être à vous, chers auditeurs, le livre sur lequel on a basé notre première rencontre, qui est l'itinéraire d'un médecin gâté du docteur à l'homme médecine. Donc dans ce livre, Bruno, tu nous partageais un petit peu tout ton parcours et comment de nombreux outils, de nombreuses expériences sont venus t'initier sur ton chemin. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un bref résumé? Tu es né à Madagascar, je crois, et aujourd'hui tu es notamment médecin généraliste, mais aussi homme médecine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour résumer peut-être en quelques secondes ce parcours-là? Alors d'abord, merci de m'avoir proposé de venir, c'est toujours un plaisir de partager. En fait, ce livre, c'est un livre qui est très personnel, qui parle de mon parcours, effectivement de ma naissance en Afrique, avec un père médecin militaire, donc de l'intérêt déjà pour des cultures différentes. Et puis en fait, c'est dans l'évolution de mon parcours, voilà comment finalement les événements, les choses qui ont été difficiles pour moi m'ont permis d'évoluer, d'acquérir de nouveaux outils et d'ouvrir un peu mon panel de connaissances et surtout mon intérêt pour quelque chose qui m'a semblé intéressant, c'est de voir vraiment une vision plus globale, plus humaniste et plus entière, plus holistique en fait du monde de la thérapie en général. Et en ayant la chance finalement d'avoir eu des outils médicaux, scientifiques au départ et intégrer tout ça dans quelque chose qui est reconnu maintenant, c'est-à-dire ce champ quantique qui nous entoure. Et pour ça, je parle notamment beaucoup du monde des plantes et de ce que j'ai vécu à travers ça et de cette évolution des différentes plantes et de comment ça m'a amené à faire la médecine que je fais maintenant, qui est une médecine qui est généraliste, mais au sens peut-être spirituel du terme. Oui, c'est sûr, c'est beau ce terme. Certainement que la médecine généraliste demande certainement à être actualisée en quelque sorte, et toi tu crées des passerelles. On l'évoquait un petit peu hors champ tout à l'heure, que ces liens en ce moment, il y avait plus de facilité certainement à les faire. Est-ce que c'est une autorisation peut-être collective qui est plus présente? Est-ce que toi tu sens que c'est peut-être plus simple et plus accessible de faire ce lien avec le... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que l'information est facilement accessible maintenant, grâce notamment à Internet. Internet qui est comme une métaphore du chamanisme, avec cette toile. Et donc à partir du moment où tout ça c'est disponible, les voyages sont disponibles, il y a un moment où beaucoup de cultures indigènes en fait gardaient les traditions pour eux. Et puis il arrive un moment où maintenant ils s'ouvrent et c'est eux qui viennent chez nous. Et donc c'est ce juste retour des choses qui nous permet nous maintenant d'avoir accès à tout ça. Donc il y a à la fois quelque chose de collectif parce qu'il me semble que c'est devenu vraiment nécessaire pour la planète et pour l'humanité à s'ouvrir à tout ça. Et en même temps, il y a un chemin individuel et qui est maintenant possible. Et du coup, il y a une aspiration qui se fait. Et voilà, une certaine catégorie de personnes maintenant s'ouvrent à tout ça. Et c'est très chouette. Qu'est-ce que tu pourrais me donner de ton expérience comme définition du chamanisme? Voilà, ça permet aux auditeurs de se raccrocher en même temps pour celles et ceux qui n'auraient pas nécessairement ces connaissances-là. Encore une fois, ton expérience, c'est pas, on ne tente pas de vulgariser la chose, mais en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Alors classiquement, le chamanisme, comme beaucoup de gens le savent, c'est un mot qui vient de la langue toungouse et qui signifie en fait celui qui danse et celui qui s'agite. Donc au départ, ça vient de cette région de Mongolie. Et en fait, ça a été, par les anthropologues, ils ont mis ce mot finalement pour toutes les traditions indigènes dans lesquelles il y a un processus de guérison. Alors on dirait que le chaman, c'est l'intercesseur entre le monde de la réalité ordinaire et non ordinaire. Donc c'est quelqu'un qui voyage dans le monde des esprits. Et alors au départ, c'était des traditions de chasse essentiellement. Donc c'était quelqu'un qui pouvait définir les lieux propices à la chasse ou en incorporant l'esprit de l'animal.
D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que maintenant, beaucoup de véganes vont dans le monde du chamanisme. Donc en fait, c'est de voir l'évolution. On est plus dans le néo-chamanisme, mais c'est intéressant. Et donc le chaman, en fait, il a un rôle de guérisseur, il a un rôle de celui qui va mettre de l'ordre dans la société, dans la tribu. On peut dire qu'il a le rôle du prêtre, il a le rôle de... En fait, globalement, voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui va dans le monde des esprits, qui va chercher des informations. Le monde des esprits, c'est le monde de la conscience végétale, animale, minérale, mais aussi le monde des ancêtres. Et donc, en fait, il va chercher des informations qui pourront aider soit à la guérison, soit à l'évolution du village, de la tribu, ou de mettre de l'harmonie, en fait, dans la tribu. Donc avant que l'on parle peut-être des rituels qui vont être le cœur de notre rencontre, on a une cartographie souvent qui est présente dans le chamanisme, la manière dont les anthropologues sont venus un peu comprendre comment ça se passait. On parle de monde d'en bas, monde du milieu, monde d'en haut. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à ce sujet-là? Voilà, alors ça c'est une vision, parce qu'il y a d'autres classifications selon les chamaniques, parce qu'il y a du chamanisme dans pratiquement tous les pays. Mais en fait dans le chamanisme aussi tel qu'il a été montré dans le chamanisme toltèque, il y a 3 mondes. Il y a le monde d'en bas, qui est le monde de l'animal totem, qui est le monde du monde qui vit sous la terre aussi, et qui est un monde des esprits alliés, qui est là pour nous aider. C'est le monde qu'on visite souvent en premier, quand on fait des voyages au tambour par exemple. Ensuite, il y a le monde d'en haut, qui est le monde des êtres de lumière, des guides spirituels. C'est un monde auquel on accède souvent en visualisant une fumée, un ascenseur, enfin voilà, toutes les visualisations qui vont nous élever. Et puis il y a le monde du milieu. Donc le monde du milieu, c'est le monde de la spiritualité du monde matériel. Donc c'est un monde qui est intéressant parce qu'autant le monde d'en bas et le monde d'en haut sont des mondes qui sont là pour nous, autant le monde du milieu, il a ses propres désirs, ses propres lois. Et donc c'est un monde qui est un peu plus difficile, difficile à aborder. En tout cas, il faut être un peu plus prudent parce que, comme je disais, c'est un monde qui a ses propres désirs. Et notamment le monde des plantes enseignantes fait partie du monde du milieu. Est-ce qu'on pourrait parler d'une manière assez globale que le monde d'en bas, le monde d'en haut sont des mondes un peu dénués d'ego, en termes d'humanité, d'humain, et que le monde du milieu, justement, ça s'appréhende, la relation s'appréhende parce qu'il y a toujours cette notion d'ego et de jeu de pouvoir ou de relation. Alors, comment est-ce que tu comprends, je dirais que oui, effectivement, il n'y a pas d'ego dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Moi, j'ai jamais ressenti d'ego dans le monde du milieu, dans le monde des plantes, par exemple, puisqu'on en parle aussi. Mais il y a des propres désirs, mais je dirais pas que c'est de l'ego. À mon avis, les plantes n'ont pas d'ego. Mais elles ont leur propre enseignement et leurs propres envies, mais sans envie de prendre le dessus particulièrement. Et encore une fois, c'est peut-être dans la manière dont on aborde, dont on entre dans ces mondes-là qui fait aussi l'expérience, évidemment. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que si on va chercher l'ego, les plantes peuvent nous aider à en avoir. C'est toujours pareil, c'est l'intention qu'on met au départ. Beaucoup de personnes ont été rebutées, je pense qu'on peut l'aborder là, parce que ça nous parle un petit peu d'ego en ce moment. Beaucoup de personnes se sont retrouvées confrontées à des expériences un peu souffrantes et douloureuses en entrant justement dans des rituels soi-disant sacrés et qui sont aujourd'hui pour moi très beaux et très puissants. Qu'est-ce que tu peux nous partager à ce sujet? Alors on voit bien que ça dépend avec ce avec quoi on arrive évidemment et ce avec quoi on... Est-ce que c'est une expérience on va dire obligatoire, un peu à vivre, de se heurter à cet ego-là de l'humanité Il me semble que nos sociétés occidentales nous forgent un ego assez fort et entraînent un peu une dissociation avec les autres, comme une séparation. Et donc en fait ce monde-là qui est un monde qui nous réunit, où les plants par exemple font entrer dans un monde dit antéogène ou pathogène, c'est-à-dire on relié à l'autre. Et donc en fait il y a un cap à passer parce que fondamentalement c'est au départ pas notre système de croyance, c'est pas notre paradigme. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui est difficile au moment où on se confronte à ce que la plante peut nous montrer au niveau d'une vision globale de l'humanité, de la spiritualité et de ce qui se passe sur cette terre, comment on peut être relié à une plante, à un minéral, aux différents éléments. Et c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre société occidentale qu'il y a un passage qui est difficile. Et c'est pour ça que la préparation est importante. La préparation, donc il y a souvent du jeûne,
des périodes d'isolement parce qu'il faut nous préparer à ça. Sinon, effectivement, le choc peut être un peu dur et ça peut déstabiliser certaines personnes. Ouais. Je reprends quelque chose que tu partageais dans un de tes enseignements que j'ai pu suivre sur quand on va rencontrer notamment un chaman. Tu partageais très justement qu'on vient rencontrer un maître de l'énergie et pas nécessairement un maître spirituel au sens un peu global du terme. C'est en tout cas ton expérience, toi, et je pense que ça pourrait en tout cas résoudre pas mal de conflits à ce niveau-là. C'est vraiment le chaman, c'est un maître de l'énergie et il vient nous apporter un grand soutien à ce niveau-là, mais on ne peut peut-être pas y trouver une dimension beaucoup plus spirituelle ou d'ordre de la relation. En fait, c'est juste ne pas s'attendre à ça au départ. C'est-à-dire qu'il y a des chamans qui sont lumineux, qui peuvent avoir un enseignement spirituel, mais globalement au départ, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande d'être des guérisseurs. Au départ, c'est un outil de guérison. Et donc en fait, ils peuvent nous amener dans la guérison. Mais si on parle de l'ayahuasca par exemple, dans les tribus indigènes, l'ayahuasca c'est comme de l'aspirine pour eux. Et donc ils se soignent avec. Et souvent, l'occidental est un peu surpris ou démuni parce qu'il arrive, notamment quand il voyage, quand il arrive dans une communauté, une tribu, et puis il pense tomber dans un ashram, et puis en fait il n'y a pas cet aspect-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement dans l'ashram il n'y a peut-être pas le côté énergétique. Donc en fait il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, mais c'est juste être conscient de ça, parce que ça évite des désagréments. Oui, et puis je trouve que c'est une notion importante. Enfin, moi elle m'a vraiment... je me suis dit mais oui en effet. Et hier, encore une fois, ce avec quoi avec quelle intention on va justement, notamment, faire ou expérimenter des rituels chamaniques. Alors, les cérémonies chamaniques, ces rituels chamaniques, malheureusement, ils se sont un petit peu perdus avec les siècles. En quoi ils sont... Et il serait peut-être même urgent qu'on puisse les retrouver aujourd'hui Ce qui me semble intéressant, c'est de retrouver la notion de rite de passage, et qui a été perdue. Et en ce sens-là, les cérémonies pour moi sont des rites de passage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'étaient aussi intégrés au départ. Beaucoup de tribus s'en servent du passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou en Afrique, comme il fallait tuer un lion à l'époque, un rite de passage. Et donc en fait, c'est cet aspect-là qui était un petit peu perdu dans notre culture et qu'on peut retrouver en faisant cette expérience. Alors, quelles sont les cérémonies que tu as pu rencontrer qui aujourd'hui t'animent particulièrement? Tu nous parles des plantes depuis tout à l'heure. On voit bien que là où certaines personnes vont utiliser davantage peut-être les instruments, toi, les plantes sont une figure très importante pour toi dans ton expérience. Alors, il se trouve que la vie m'a permis d'expérimenter ce monde-là. Donc, quand je parle des plantes, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des plantes dites maîtresses qui sont différentes selon les pays. Donc la plus connue est sans doute l'ayahuasca, qui se prend dans tout le bassin amazonien, qui a d'autres noms selon les pays, qui peut s'appeler aussi le Santo Daime au Brésil quand c'est utilisé dans cette église syncrétique, qui peut s'appeler le Yagé, le Capi, voilà, selon les régions d'Amazonie. Enfin, l'ayahuasca c'est dans le plus connu, qui veut dire liane des morts. Voilà, il y a aussi, notamment dans la cordillère des Andes, le San Pedro, la mescaline ou la torche péruvienne aussi, qui sont des cousines. Et puis il y a le peyote aussi, qui a été vraiment qui a été mis au bout du jour, je dirais, que c'est Carlos Castaneda qui a aidé à connaître ça par ses écrits. Voilà, il y a l'Afrique aussi avec l'iboga, qui est une expérience aussi vraiment intéressante. Oui, peut-être j'aimerais qu'on parle de ça. On entend beaucoup parler d'ayahuasca. Et je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs que tu puisses nous parler de rituels que tu as pu rencontrer justement en Afrique, surtout que tu es né en Afrique, donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors l'Afrique, c'est le pays des guérisseurs, des sorciers, du vaudou, l'origine du vaudou. Moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est l'initiation à l'iboga. L'iboga, c'est un arbre qui pousse de façon endémique essentiellement au Gabon et un peu à la frontière du Cameroun. Et c'est les Fang essentiellement qui utilisent ce rituel, mais qui est d'origine pygmée, c'est quelque chose de très ancien. Et donc il y a plusieurs branches, il y a il y a le Misuko, le Disumba, qui ont chacun leur propre rituel, enfin leurs propres caractéristiques. Mais globalement, le fond de l'initiation est le même, donc en fait ça consiste après une préparation,
à ingérer des racines d'iboga. On peut utiliser du bois neuf ou du bois ancien selon l'effet qu'on cherche. Et par rapport à l'ayahuasca, c'est un effet qui dure beaucoup plus longtemps. Donc l'initiation en plus se fait en général, on fait ça 1 fois, 2 fois dans sa vie, rarement plus, sauf si on est vraiment gabouné sur place. Mais voilà, c'est un rituel très puissant. C'est difficile, moi c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile comme initiation. Déjà il y avait de la préparation, donc à peine on débarquait de l'avion, on se retrouve à dormir sur une nappe par terre, à commencer à jeûner. Il y a un rituel intéressant qui s'appelle le Mbappé, en fait. Donc tous les soirs on était fouettés avec de l'eau bouillante et une bassine et on projetait de l'eau bouillante dessus. Et en fait le truc c'était de voir si notre peau résistait. Parce que si on devenait rouge avec des cloques, ça veut dire qu'on n'était pas prêt à gérer l'iboga. En fait c'est juste savoir au niveau énergétique où on en est, si on est prêt à supporter ça. Donc on a ingurgité une boisson qu'on appelle le géant vert, une espèce de jus d'herbe, il fallait boire, on a bu 2 litres comme ça, cul sec, avec un lavement parce qu'il fallait que ça rentre par en haut et par en bas. Donc en fait on arrive voilà, comme un nouveau-né et avec pratiquement rien à l'intérieur. Et puis donc on prend le jour de l'initiation une très grosse dose d'iboga. Alors c'est pas des dosettes de café mais ça y ressemble un peu, c'est des doses de plusieurs grammes et on en prend entre 10 et 12. Et puis voilà, à ce moment-là le voyage commence. Moi c'est vraiment dans cette expérience-là, ce que j'ai trouvé de plus fort c'est... Ce que je retrouve maintenant, en fait, c'est vraiment ce voyage dans le monde quantique. Et bon, parce que c'était aussi mon aspiration, c'était ce que j'avais demandé comme intention. Et l'iboga m'a vraiment emmené dans cet espace, ce qu'on appelle en astrophysique la singularité des trous noirs. En fait, cet espace où le passé, le présent, le futur coexistent en même temps. Et où en fait, en détendant le présent, on fait la paix avec le passé et on actualise le futur que nous souhaitons. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup quand j'induis des voyages en hypnose. Et c'est aller dans ce monde-là parce que là, c'est le monde où tout est possible, où la question et la réponse coexistent en même temps. Et donc j'imagine que ça transforme complètement ta pratique d'accompagnement, d'homme médecine, de médecin. Ces cérémonies, elles viennent, j'imagine, transformer ta structure psychique, ta compréhension de l'être. En fait, elles m'ont amené dans ce monde qui est bien au-delà des 5 sens. Et donc c'est ce que j'essaie de partager. Alors j'utilise des outils qui vont de plus en plus dans le sens où j'intègre des états modifiés de conscience dans ma pratique, qu'elle soit, parce que je suis médecin ostéopathe et hypnothérapeute. Et donc, en fait, tous les outils qui sont déjà utilisés dans l'hypnose, dans l'EMDR, la méthode des CMO, les sensibilisations des chocs émotionnels, donc tout ce qui est alternatif, en fait, induit déjà cet état. Que ce soit en ostéopathie crânio-sacrée, on induit un balancement, en fait, au niveau de la diurne. Mais je trouve que le fait d'avoir cette sensibilité-là, en fait, voilà, me permet d'aller un petit peu plus loin. C'est comme si, en fait, moi, la métaphore, c'est dans toutes nos expériences, le véhicule c'est nous, en fait le chauffeur c'est le chaman, l'homme médecine, et puis le carburant c'est ce qu'on y met, ça peut être le tambour, ça peut être les plantes, ou ça peut être juste notre intention qu'on y met. Pour revenir sur l'iboga, est-ce que l'on vient rencontrer l'iboga avec une intention identique à une rencontre avec l'ayahuasca? Ou c'est vraiment les énergies font qu'on ne va pas du tout travailler la même chose? Notamment, je voudrais peut-être qu'on parle là d'une alliance plus féminine que l'on vient retrouver chez une ou plus masculine chez l'autre. Alors l'iboga, effectivement, autant l'ayahuasca, c'est une énergie féminine au départ, hein, entre autres c'est une liane. Autant l'iboga, c'est du cash, c'est vraiment l'enracinement pur et dur, quoi. Moi, j'ai pas retrouvé dans l'iboga le côté séduction qu'il pouvait y avoir dans l'ayahuasca. En plus, c'est plus difficile d'aller au Gabon. D'aller là-bas parce que voilà, il y a plein de choses, il y a le climat, il y a tout ce qu'on peut retrouver d'archaïque hein, dans l'Afrique noire, dans l'Afrique équatoriale. Donc je pense que l'intention est différente, en tout cas pour moi. Et puis moi c'était aussi par rapport à mes racines, hein, puisque moi j'ai vécu, j'étais médecin au Congo, je suis né en Afrique. Et donc pour moi c'était intéressant. Et en tout cas, mon expérience, c'est que
L'iboga est vraiment une plante d'enracinement. L'ayahuasca, pas forcément. C'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de cérémonies d'ayahuasca au début où j'étais pas forcément enraciné, d'où parfois des problématiques. L'iboga, je dirais que c'est l'enseignement de la maturité en fait. Et il en découle un enseignement sur la relation. Tu me partageais un petit peu que ça t'avait permis vraiment de rencontrer notamment une personne beaucoup plus alignée sur la vibration du moment. Et sous-entendu, ces plantes accompagnent vraiment dans notre expérience humaine. En fait, les plantes, je dirais que c'est de la psychothérapie en 3D. Et vraiment vécue à l'intérieur, viscéralement, dans nos cellules. Ce qui fait que elles nous aident et nous construisent en tant qu'homme au sens global du terme. Et donc nous mettent dans notre alignement. Et logiquement, plus on est dans notre alignement, et plus on va à la rencontre, plus nos pensées sont claires, et plus on va à la rencontre de personnes qui nous correspondent. Bon, après, moi, j'avais dans mon chemin une demande, effectivement, j'ai eu un chemin affectif un peu chaotique. Et donc j'avais la demande d'aller vers une personne qui correspondait à qui j'étais. Et disons que l'intérêt de l'enseignement des plantes, c'est qu'en fait, à chaque fois, elle nous montre où on en est, ce qui se passe, pourquoi on a tel ou tel type de relation, pourquoi on fait tel ou tel métier. En fait, elle nous met juste face à nous-mêmes. Est-ce que c'est une médecine qui est toujours très actuelle, cette médecine avec les plantes, ou qui aurait besoin d'être actualisée? C'est une question, vraiment, et tu n'as peut-être pas la réponse d'ailleurs, mais... J'ai pas la réponse. Enfin, en fait, ce qui est compliqué ici, c'est qu'elles sont interdites en France. Il y a eu une époque dans les années 70-80, en fait, le problème c'était au niveau de la contre-culture psychédélique américaine, et c'est que toutes les plantes à effet psychotrope et toutes les substances ont été mises sur le même plan. C'est-à-dire qu'à un moment, on a interdit toutes les drogues dures, synthétiques, chimiques, et en même temps toutes les drogues ou plutôt toutes les plantes à effet psychotrope qui avaient vraiment un passé spirituel, de guérison. Et donc la situation elle est comme ça maintenant. Ce que je constate, c'est qu'il commence à y avoir un retour des choses, c'est-à-dire qu'il y a même des pays comme l'Angleterre où il y a des études qui sont faites sur la mescaline, sur les champignons hallucinogènes. Et il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Au Brésil, il y a deux églises qu'on appelle, c'est l'église du monde végétal et le Santo Daime. En fait, c'est un panel de population et qui prend l'ayahuasca, puisque c'est l'ayahuasca qu'il s'agit, tous les 15 jours. Et donc la population est très variée, ça va de la grosse bourgeoisie, je crois qu'il y a 10 à 15% qui vient du monde médical. Et donc il y a eu de quoi étudier très facilement toute cette population et sur une longue période. Et en fait, ce qui ressort, c'est que globalement, les gens qui prennent l'ayahuasca sont moins anxieux, moins dépressifs, ont des processus cognitifs qui sont plutôt mieux installés. Et donc voilà, il y a plutôt un effet positif et sur une large panel de population. Donc voilà, il y a des études en fait qui vont dans le sens où c'est intéressant. Mais bon, on en revient toujours à la même chose, hein. On vit dans un monde où il y a aussi le poids des labos pharmaceutiques, de cette industrie, du monde de l'argent, du profit. Donc pour l'instant, je dirais qu'il y a quand même la possibilité d'aller se confronter à cette médecine-là, puisqu'elle est quand même accessible. Et en même temps, il y a des précautions à prendre, et voilà. Mais les choses évoluent, mais je ne sais pas encore à quelle vitesse et jusqu'où ça va aller. Tu parles de confrontation, c'est un mot qui est aussi important dans la guérison, ou est-ce que, d'après toi, il va falloir être encore fouetté à l'eau chaude, par exemple, pour être... donc là, je taquine un petit peu là-dessus, mais est-ce que dans une actualisation, peut-être que même quitte à un jour, on l'espère, ramener ces rituels-là sur nos sols européens, notamment, enfin français plutôt. Alors, le problème, c'est qu'en fait, je prends l'exemple de l'iboga. L'iboga, il y a un des principes actifs, c'est l'ibogaïne. L'ibogaïne a des effets qui sont très nets et très bien documentés sur les addictions, notamment la prise de drogue. Et il y a des cliniques dans le monde où c'est toléré. Et en fait, donc les drogués viennent et prennent 2 gélules d'ibogaïne. Donc ils ont un effet, mais à côté de ça, qui est complètement déconnecté de tout le côté spirituel, historique de la plante. Donc c'est un peu le problème. C'est pour ça que je pense que c'est mieux si on va quand même sur place, ou si en tout cas on a la chance de pratiquer avec des chamans qui viennent en Europe. Puisque autant en France c'est interdit, autant il y a les pays limitrophes où les plantes sont autorisées dans un cadre religieux.
Et donc à ce moment-là, on peut faire cette expérience-là. Et est-ce qu'on a des rituels sur notre sol français similaires à ça, d'après toi, ou peut-être Alors il y a des rituels, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le tambour, il y a des cadres de vision, il y a les livres de sudation, il y a tout ce qu'on a pu aussi intégrer dans notre culture de la culture amérindienne, des Lakota et autres. Donc on s'en sert. Il y a des herboristes, il y a des gens qui continuent à travailler, mais sur l'aspect purement psychotrope, en France, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Bien écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'il te resterait des choses là en suspens que tu voudrais partager sur les cérémonies qu'on voulait vraiment aujourd'hui aborder Alors sur les cérémonies elles-mêmes, d'abord, ce que je pourrais dire, c'est y aller avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a un monde qui nous dépasse. Et en fait, c'est vraiment rentrer dans un monde qui est pré-verbal, pré-humain. Les plantes existaient avant nous, existeront après nous. Et c'est plonger là-dedans avec toute la reconnaissance et la considération que nous sommes juste une espèce parmi d'autres. Donc, sauf que nous avons la capacité de tout détruire. Mais en même temps, on a aussi la capacité de mettre tout ça en conscience. Voilà, moi ce que je pourrais partager, c'est que les expériences, quelles qu'elles soient, en fait, que ce soit le tambour ou autre, nous construisent vraiment en tant qu'humains connectés. Et on est vraiment dans un monde de mondialisation. Et cette connexion, on peut s'en servir aussi sur le plan de notre axe entre le ciel et la terre, au milieu des éléments, et rendre ce monde un peu plus humain, je dirais. Alors, qu'est-ce que tu transmets sur le sol français? Il y a des voyages que tu proposes où est-ce qu'on peut éventuellement venir te rencontrer? Donc, tu as ton cabinet qui est à La Seyne-sur-Mer. Voilà, alors moi j'ai un cabinet, effectivement, à La Seyne-sur-Mer. Et puis, je suis en train de mettre en place. Mon intention, c'est de faire des voyages initiatiques. Donc, normalement, il y en a un qui va se faire en septembre au Maroc. Après, peut-être emmener des gens aussi au Pérou. Pourquoi pas là où j'ai fait mon initiation au Gabon, à l'Iboga. En tout cas, il y a de la demande pour ça. Et ça me semble intéressant de pouvoir emmener les gens dans un cadre sécure avec des gens que je connais. Et pour que les expériences puissent se faire de la meilleure façon possible. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon intention. Et puis voilà, je fais aussi des ateliers régulièrement de voyage au tambour. J'aime bien aussi travailler avec le râpé. Le râpé, c'est ce mélange de tabac pur et de cendres d'arbres amazoniques qu'on met dans les narines avec une sarbacane, qui est une bonne façon d'ouvrir la conscience, donc intégrer aussi dans d'autres rituels. Il y a des tas d'outils qui peuvent être utilisés aussi ici, qui seront intéressants. Et donc pour les personnes qui souhaitent rencontrer en accompagnement individuel, on a bien compris qu'au-delà de ta pratique de médecin généraliste, tu vraiment englobes l'ostéopathie, la micronutrition, les pratiques de médecine, les techniques de désensibilisation émotionnelle, enfin voilà, quelque chose. Alors globalement, comme je disais, je fais de la médecine générale, mais vraiment plus au sens chamanique, c'est-à-dire en pratique la médecine générale classique, j'en fais quasiment pas. Et voilà, si on me le demande, mais vraiment mon orientation c'est plus intégrer les outils chamaniques dans le monde de l'ostéopathie, de la thérapie, de la thérapie dite vraie, parce que je ne fais pas de psychanalyse, mais par contre utiliser ça que ce soit l'hypnose, le MDR, tout ce qui est mouvement alternatif, et intégrer tout ça dans cette notion. Moi j'aime bien le terme de spirale mystique, c'est-à-dire c'est ce travail, cette connexion à l'énergie qui nous relie en fait dans notre dimension d'homme entre les éléments. Et puis, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas le parcours de Bruno, je vous invite à découvrir son livre qui retrace vraiment toutes les un bon morceau de ton parcours. J'ai envie de dire, tu l'as terminé il y a 2-3 ans ce livre. Voilà, c'est ça. Bon, depuis, c'est passé aussi oui, c'est ça. Pas mal de choses. Alors voilà, peut-être que la suite va se mettre en place. Mais en tout cas, c'est un livre qui est très personnel et qui montre aussi que en partant d'un état d'esprit où je ne suis pas initié comme certains dès la naissance, où c'est vraiment petit à petit où j'ai avancé et j'ai intégré tout ce monde-là finalement dans qui je suis maintenant. Et donc si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Exactement. En tout cas, merci pour ce partage. Merci Thomas. Voilà, chers auditeurs, je vous invite à partager le retour auprès de Bruno si ça fait sens pour vous. Vous avez toutes les coordonnées dans le podcast de l'émission. Quant à moi, au plaisir prochain de vous retrouver pour une nouvelle entrevue Caractère Libre. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci. Bruno.